Alors, on s'intéresse au volet justice. On sait que le colonel Mamadi Doumbouya, quand on prend son premier discours, et même celui qui avait suivi, il a été formel. La justice doit servir de boussole à cette transition. Est-ce que en 2023, on va dire que ces propos se sont exprimés ou ont été matérialisés sur le terrain? Quel constat tu en fais? Bon, le constat, il est un peu amer sur les questions de justice parce que beaucoup de Guinéennes, pas les moindres, hein, se plaignent de cette justice. J'espère bien cette justice, elle va essayer de remonter la Rectifier. pente pour qu'elle puisse être à la hauteur des attentes que le peuple de Guinée porte sur elle. Ça, c'est très important puisque sans justice, il n'y a pas de progrès. Mais ici, le piège qu'il y a là-dedans, c'est quand il a rencontré deux entités, quand il est venu au pouvoir. Et ces entités lui ont tendu la main et il a pris leurs bras. C'est la justice et la presse. Je pense que ce sont les deux entités qu'il a eu à rencontrer. Au départ, en réalité, ce sont les entités qui contrôlent le plus l'action gouvernementale. Puisque quand vous prenez le contrôle citoyen, c'est à peu près le contrôle journalistique, la justice, où le pauvre peut affronter le riche. C'est au niveau de la justice si les règles sont très respectées. Donc à ce titre, normalement, si la justice fonctionne bien, ça veut dire que quelqu'un qui est plus riche que vous n'est pas plus fort que vous. Donc c'est un peu cette logique qu'on a essayé de faire. Et il a créé une institution, ça vous le savez, très budgétivore. La CRIEF, c'était un organe de plus, hein, puisque les organes de droit commun, les juridictions de droit commun pouvaient bien gérer la corruption. Et ces organes continuent à gérer la corruption, puisque si le montant est en deçà de 1 milliard, ce sont Ouais. les juridictions de droit commun. Ça Qui veut dire gère. qu'ils en ont la compétence et les personnes qui sont allées à la CRIEF sont des personnes qui étaient dans les juridictions ordinaires. Maintenant, si on crée une juridiction ordinaire et une juridiction de répression pour Spécial, on les va dire une délits juridiction économiques, spéciale. alors là, ce qu'on ne comprend pas, d'abord, cette juridiction ne se trouve qu'à Conakry. Donc, ça veut dire si un préfet, un secrétaire général détourne à l'intérieur, il va être mis en prison à Conakry. Ouais. Donc, ce qui est extrêmement Compliqué. pour être très Tout au moins qui compliqué. rend Donc, parce l'administration qu'on ne plus ou moins pourrait lourde. pas dire vrai, ce qu'on pourrait faire dans d'une large mesure pour dire qu'est-ce qui pourrait se passer, on pourrait organiser des CRIEF dans chaque les 8 régions. Je pense qu'il y a 8 régions administratives, hein. Donc cela peut fonctionner, même ça ne peut pas tellement fonctionner. Bien. Et aujourd'hui, quand vous regardez comment ça a été organisé, on a l'impression qu'on peut piéger les gens. Puisque quand vous prenez la CRIEF, puisque c'est l'organe dont ils se vantent trop d'avoir fait quelque chose, c'est le même président pour deux systèmes de voies de recours. Juridiquement, ça ne donne pas de garantie. Pour avoir normalement le système français auquel nous sommes calqués, c'est un système d'un premier, Un deuxième degré. voilà, un premier degré, un deuxième degré. En réalité, ils ont respecté à l'intérieur de l'organigramme un premier degré, un deuxième degré, mais avec le seul chef comme étant un peu tout comme ils l'ont fait au niveau du ministère de la Justice en confiant à celui dont le Justement. rôle est de charger de poursuivre les gens, de respecter les droits de l'homme. Aujourd'hui, vous savez qu'il ne peut pas parler, puisque qu'est-ce qu'il va mettre? La casquette qu'il va porter le plus, c'est celle qui lui rapproche du CNRD, qui lui permet de rester là. Parce que vous savez que dans tous les pays du monde, même en France, même aux États-Unis, c'est lui qui est chargé du droit de l'homme et décrié. Puisqu'en réalité, il sera amené à discuter le gouvernement. Dans beaucoup de questions, il va discuter le gouvernement, puisque par principe, le débiteur des droits de l'homme, c'est l'État. C'est lui toujours qui viole les droits de façon soit active ou passive. Soit il le fait lui-même directement ou il laisse faire. Voilà les deux cas. Il n'y a pas de possibilité. Si vous violez mes droits, c'est l'État qui vous a laissé faire. Voilà un peu dans les instances internationales, dans les juridictions internationales, c'est seul l'État qui est toujours condamné pour les questions de droits de l'homme et cet État se défend toujours, hein, même quand bien même il a violé. C'est le cas des États-Unis, de la France. Donc il y a une organisation quand même qui, quand nous analysons très bien et concrètement dès le départ, c'est comme si le CNRD avait envie d'avoir une boussole, une autre boussole que celle qu'il a annoncée. Espérons que quand même la boussole qu'ils ont annoncée soit celui que nous devons avoir. Mais nous constatons que ce n'est pas cela. Est-ce qu'une déviation
au cours de l'exercice du pouvoir. Si c'est cela, ça veut dire qu'ils ne sont pas complices. Ce qu'ils ont à faire, c'est d'aider en sorte que ce qu'ils ont pensé que cela puisse être la réalité. Le rêve qu'ils ont vendu aux Guinéens, ils peuvent le transformer en réalité. Puisque le CNRD, c'est ce qu'ils ont promis, la refondation. Eux-mêmes, ils se sont fixés des missions. Une mission de refondation sociale, une refondation judiciaire. Et d'ailleurs, ils ont trop insisté sur la refondation judiciaire et sociale, la justice sociale. Et les pays se développent sur la base de la justice sociale. Aujourd'hui, toutes les difficultés, tout ce dont nous connaissons dans les anciens régimes, aujourd'hui, c'est revenu. Donc pourquoi nous allons mettre les gens en prison alors qu'on a la possibilité de réclamer de l'argent? Imaginez les gens, le PDG d'ici et d'autres, les Kassori. L'argent de Kassori n'est poursuivi que pour 15 milliards. Il peut bien rembourser cet argent s'il y avait des négociations, il y avait la monnaie. Puisque le plus important, c'est d'atteindre le résultat. Pourquoi sont-ils en prison? Donc c'est ça les questions, les vraies questions. Il faut souligner toutes ces petites questions pour qu'on puisse... Et pour terminer, simplement, M. Keïta, je voudrais que le CNRD revienne et respecte encore une fois de plus l'engagement du 5 septembre, la boussole. Oui, d'accord. Il avait s'en prend. Tu t'empresses? Non, je pense... vous voulez... Ok. D'accord. Alors, Mfali, justement, Mfali d'abord. Oui, il risque de me taper sur le doigt. D'accord, très bien. Oui, pardon, Yassi. Non, mais parce que tu aimes trop ta droite, sinon c'est... Bien, d'accord. À gauche. Alors, Mfali, à gauche. Oui. Je crois que... Je ne sais pas si je ne sur le plan de droit et gauche. Sur le plan de justice... à gauche, bien sûr. Oui, sur le plan de justice des droits de l'homme, il faut dire que durant l'année qui s'achève, le ministre Alphonse Charles Wright, c'est-à-dire est resté partagé entre certaines offensives sur le plan international et sur la défensive, notamment avec pratiquement tous les acteurs de la justice. Et je commencerai d'abord par sa participation, si vous voulez, à certaines rencontres liées aux droits de l'homme. Ces rencontres dans lesquelles il a participé, il y a eu naturellement des recommandations, mais est-ce que ça a impacté naturellement les droits de l'homme en République de Guinée? Non. Donc, durant l'année qui s'achève, les droits de l'homme sont restés à rude épreuve parce qu'avec les interpellations extrajudiciaires, avec les détentions prolongées et dénoncées avec la dernière énergie par certains acteurs de la société civile. Alors, nous restons toujours dans le cadre des droits de l'homme. Comme je le disais, le ministre Charles Wright est resté sur la défensive avec pratiquement tous les acteurs et même certains gros bonnets même de l'État. À commencer par le Premier ministre, si vous vous rappelez très bien, le Premier ministre avait convoqué dans le cadre du cadre de dialogue, notamment par rapport à la libération ou la détention prolongée des membres du FNDC, avait convoqué sans l'autorisation du ministre de la Justice des magistrats parquetiers. Donc ça a provoqué l'ire du ministre de la Justice, malgré il a fallu l'intervention notamment des autorités morales pour la mise en liberté et donc de Fonike Mengue ici. Et les gens, au sein de l'opinion, ça a suscité une sorte de condamnation, mais d'indignation, parce que finalement les gens se posaient la question, mais sur la base, sur la base de quoi ces activistes ont été libérés. Donc ça a compromis un peu l'indépendance de la justice. Est-ce que la justice telle que présentée, telle que souhaitée par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a dit que la justice va servir de boussole. Est-ce que finalement, alors à partir de là, on pourrait dire que la boussole a été déboussolée? En tout cas, ces activistes finalement n'ont pas été jugés. Et il faut aussi retenir que comme une pilule difficile à avaler, les membres du FNDC ont assigné en justice le ministre Alphonse Charles Wright. Voilà, donc qui a plaidé non coupable à partir de certaines infractions. Pour certains, c'est un signal fort, mais pour d'autres, le ministre de la Justice qui est censé donner l'exemple, c'était une mauvaise publicité pour lui. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu des bras de fer
entre le ministre de la Justice d'abord et les gardes pénitentiaires par rapport à leurs conditions de vie et leurs conditions de travail. Après, ce sont les avocats qui siègent au niveau du procès du 28 septembre par rapport à l'application de l'aide juridictionnelle. Quand le ministre de la Justice s'est levé pour s'opposer contre l'application de cette loi. Donc tout de suite, les audiences se sont arrêtées. Mais autre acteur, ce sont les magistrats, par rapport notamment à la suspension de 2 magistrats de l'AB qui ont rendu une sentence, donc un arrêt dans un conflit. Voilà une décision dans un conflit domanial. Ça a provoqué aussi la colère du ministre de la Justice et il y a eu un véritable bras de fer et pendant plusieurs jours, les tribunaux ont affiché porte close. Donc, assez d'actions, le ministre de la Justice, il faut dire, il a utilisé de façon... il faut dire qu'il a utilisé l'article 37 du Code de procédure pénale assez comme un procureur, parce qu'on parle de plus de 300 injonctions et donc du ministre de la Justice. Voilà, donc il paraît être le seul pour l'instant depuis l'indépendance qui a fait usage de cette disposition. Usage abusif. Usage abusif de l'article 37 du Code de procédure pénale. Et l'autre là aussi qui a eu un trophée par rapport. On a comme l'impression que le ministre de la Justice il a volé la vedette. Il a volé la vedette au procureur qui est complètement resté, qui est resté falot, qui est resté complètement effacé. Donc il va falloir pour l'année qui s'annonce que le ministre de la Justice essaye de ne plus rester sur la défensive, mais plutôt de jouer, si vous voulez, de laisser les autres acteurs aussi jouer pleinement leur rôle. Alors oui, vas-y, Baïla avant Tierno. Oui, donc... il a demandé avant toi, mon cher ami, si tu me permets. Oui, mais bien sûr. Bon, je devais parler aussi. Il m'a arraché aussi. D'accord, très bien. Allez, vas-y. Oui, donc c'est vrai que sur la question de la justice, moi, à titre personnel, c'est l'une de mes grosses déceptions cette année et sous, de toute façon, la transition, parce que c'est justement le secteur, on va dire, essentiel pour lequel j'avais beaucoup plus d'espoir, parce que pour moi c'est justement tous nos problèmes prennent leurs racines dans malheureusement la défaillance de notre système de justice au sens large et justice au sens judiciaire, mais aussi justice sociale. Donc quand aujourd'hui, lorsque je vois le bilan par exemple parce que lorsque je parle de justice, il y a plusieurs niveaux. Mais globalement, lorsque je prends certains niveaux comme la lutte contre la corruption, c'est quelque chose pour lequel justement la justice en tant qu'instrument, je m'attendais vraiment, j'avais beaucoup d'espoir sur l'impact que pouvaient représenter justement les moyens mis à la disposition de la justice, donc la création de la CRIEF, un budget, la formation, etc., sur le volet lutte contre la corruption. Or, aujourd'hui, force est de constater que la lutte contre la corruption sur ces 2 ans a été très inefficace. Parce que concrètement, au vu du volume de corruption que l'on connaît dans notre pays, de voir que concrètement, par exemple, l'outil principal, la CRIEF aujourd'hui, pratiquement les seuls dossiers dont on entend parler, c'est les dossiers dont on entend parler depuis le premier jour de sa création. Des dossiers qui étaient même avant sa création. Donc ça veut dire que durant ces 2 années-là, on a géré ces dossiers déjà avec beaucoup de mal, qui n'ont pas été évoqués, mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu réellement justement de nouvelles affaires pour justement avoir ce dont on parlait hier, le caractère dissuasif de la justice justement. Et malheureusement aujourd'hui la justice est plus caractérisée, lorsqu'on parle de justice, c'est en général pour parler de conflits entre le ministre de la Justice et aujourd'hui c'est les avocats, demain c'est les magistrats,
ensuite c'est les gardes pénitentiaires. Ouais. Donc il y a toujours des problèmes de ce côté-là. Donc je pense que le gouvernement, malheureusement, dans sa mise en œuvre de cette politique pénale axée sur la lutte contre la corruption, n'a pas réussi à atteindre les objectifs, des objectifs raisonnables qui auraient pu permettre à la Guinée de dégager plusieurs fonds et de changer la pratique administrative. Donc c'est surtout ça, quand je vois, c'est l'impact que cela aurait pu avoir, mais malheureusement, force est de constater que pour moi, la réussite n'est pas au rendez-vous. Allez, Thierno. D'abord sur le volet de la justice, je commencerai par d'abord la CRIEF. Je pense qu'il y a une petite nuance à faire quand même. On est d'accord que globalement la CRIEF, ça n'a pas été ce qu'on nous a dit au départ. On est d'accord qu'elle a semblé être un outil politique contre d'anciens dignitaires, d'anciens responsables du pays. Je préfère cette formule-là. Mais il y a quand même eu aussi, au-delà de ces affaires politiques auxquelles les médias se sont beaucoup intéressés, il y a aussi d'autres affaires de crimes économiques ou de détournements au-delà qui se sont passés même entre des particuliers, mais des procès qui n'ont pas connu une médiatisation. Il y a aussi le fait qu'il y a quand même 2 ministres de cette même transition sont passés par là, notamment le ministre Yaya Sow, ensuite le ministre Pété, je ne sais pas si l'affaire est maintenant arrivée au niveau de la CRIEF. Quel résultat? Et il y a aussi le directeur de la CNPS, de la Caisse nationale de protection de prévoyance sociale aussi, qui est passé à cette même CRIEF. On aimerait que des petits exemples comme ça soient amplifiés pour que justement l'impression qu'on a aujourd'hui que la CRIEF est uniquement contre certains anciens dignitaires qui n'ont pas eu la chance d'être dans le cœur des nouvelles autorités et que cette impression-là s'efface. Maintenant, de façon globale, le ministre de la Justice, il a aussi, au cours de cette année, pris certaines lois parce que notre problème, et justement comme il le disait Baïla, le fait que la justice ne soit pas correcte, excusez-moi du terme, ça affecte tous les secteurs, notamment le secteur économique, parce que les gens qui viennent investir, ils ont besoin de savoir qu'il y a une sécurité, je ne sais pas si ça existe, la sécurité judiciaire, mais ils ont envie de savoir quand même que leurs droits pourraient être respectés. Mais l'une des solutions à apporter à cela, c'était la législation, c'était des lois, de prendre des lois dynamiques qui peuvent répondre à certaines inquiétudes. Et sur ce domaine-là, le ministre de la Justice a été à l'initiative de certains textes réglementaires et de lois qui sont à son actif. Il y a le code de procédure pénale le code pénal dont il se vante et dans lequel il le dit, l'article, c'est pas 37 ou 47, dont il fait quand même un usage un peu abusif. Et il y a tous ces aspects-là. Mais globalement, quand vous demandez la perception de procédure pénale? Non, pas le code de procédure pénale, mais lui-même en tant que tel, mais il y a eu des textes qu'il a fait prendre. Et notamment, il y a par exemple l'aide juridictionnelle sur laquelle je viens de voir même un acte même ce soir-là. Mais il y a quand même des textes qui ont été pris comme ça, dont il a fait, sur lesquels il a fait des communications et qui sont censés quand même aider dans le sens de la justice. Mais de façon globale, la perception est que la justice est restée la même. Le 5 septembre, après, le lendemain, le 6, quand le président a reçu les magistrats, je pense que ça devait être le 6 ou le 7, le mea culpa qui a été fait, l'état de lieu qui a été fait, si on devait revenir dans cette salle-là, je pense qu'on ferait plus que ça. Et ça, c'est justement aussi les autorités qui ont souvent donné cette occasion, parce que ce sont les autorités qui sont allées casser la maison de Sellou pendant que la justice est en train d'examiner le dossier. C'est le ministre Charlotte qui a à plusieurs reprises donné l'impression que c'est lui qui donne des ordres. Et ça, c'est clair, c'est lui qui donne des ordres comment je vais dire, au procureur, justement, et tout ça. Et on a senti
Ali Touré, on a senti la Krief comme, et notamment chaque fois que quelqu'un a bénéficié d'une mesure de liberté provisoire et autres là, c'était systématique. On savait tout de suite qu'il allait interjeter appel. C'est comme si la détention était devenue une règle. Au-delà de tout ça, vous regardez aujourd'hui, et ça c'est un exemple pratique, vous voyez un décret qui est pris, un décret du chef de l'État, par exemple, c'est un exemple, et ça c'est dans le domaine du droit, j'imagine, un décret du président qui dit désormais le monopole des jeux physiques, par exemple dans la loterie, revient à la LONAGUI. Ça c'est un décret du président qui le dit. Et ça, ce n'est possible que dans des pays où on s'en fout de la justice et du droit. Le décret dit ça, mais après il y a une agence de l'État qui va quand même donner ce secteur dont la LONAGUI a le monopole, qui prend ça, qui donne à une société comme Guinée Games qui a été accusée ici de fraude fiscale et de tout ça. Mais ça, c'est un autre aspect. Ce n'est qu'un exemple du fait qu'on est revenu à des pratiques anciennes. On est revenu à des pratiques anciennes. D'accord, très bien. Tout est la possible. loi prévoyait Tout est possible. Alors, permettez, on va aussi permettre à Yacine de placer quelques mots. Oui, allez-y. Comme Yacine. toujours, je vais avoir quelques mots, des miettes, comme à chaque fois que... Non, tu as eu plus de temps, toi aussi. D'accord, allez-y. C'est quand même Fallé qui me dit que j'ai eu plus de temps, alors que parfois le présentateur est obligé de t'arracher le micro. D'accord, très alors, bien. Tu as perdu 15 secondes. C'est pas grave, je suis habitué à perdre ça. Bien. Alors, ce que je disais, 20 c'est secondes. qu'il est quand même important pour moi, de tous ces départements que nous avons, le département où la perception qu'on a est la plus importante, c'est celle de la justice. Parce que c'est cette perception qui rapproche la justice des justiciables. C'est cette perception qui fait que lorsque, par exemple, un exemple tout bête, on prend un voleur quelque part dans un quartier, on ne le lynche pas, on l'amène à la justice. C'est la perception que nous avons. Et aujourd'hui, nous avons une perception de la justice. Prenez la question de détournement. C'est que il y a eu tellement d'injonctions, il y a eu tellement de poursuites qui n'ont pas abouti, on ne nous a pas présenté des preuves, qu'aujourd'hui, toutes les fois qu'il y a une poursuite contre quelqu'un au niveau de la CRIEF, il y a une présomption qu'il a, à côté de la présomption d'innocence, c'est que l'imaginaire collectif se dit c'est un combat politique. C'est parce qu'il est gênant, c'est parce qu'il y a ceci, il y a cela. En fait, on ne regarde plus les faits pour lesquels il est poursuivi, on regarde plutôt la justice où on l'a amené. On dit, ah, c'est la CRIEF, non, c'est comme ça. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, cette image-là, pour moi, il faut trouver le moyen de la changer. Mais à côté de ça, il y a de véritables violations des droits individuels et des libertés publiques. Aujourd'hui, donc, les Guinéens se sont couchés, ils se sont réveillés, n'ont plus accès à Internet. On dit non, c'est parce que c'est pas votre droit. Il y a les manifestations qui sont suspendues. Oui, exact, j'allais en venir. On se lève, on se réveille, on dit bon, vous n'avez plus droit à Internet. Et d'ailleurs, c'est pas un droit, c'est si on veut. On se lève, on est en train d'écouter l'émission, on n'entend plus rien. Non, vous n'êtes plus sur Canal, vous n'êtes plus sur... Voilà. Malheureusement. Surtout l'interdiction de manifester. Et aujourd'hui, on dit, bon, si vous n'êtes pas d'accord, vous rentrez dans votre maison, vous pleurez. On veut voir personne dans la rue pour venir réclamer quoi que ce soit. En fait, malheureusement, j'ai des miettes comme toujours. Sincèrement. Mais ce sont pas mal d'exemples. D'accord, très bien. Bon. Malheureusement, aujourd'hui, on est talonné. Je ne sais pas, on n'est pas arrivé normalement à 50.